Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension mais aussi dans le décryptage des tendances mais aussi des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change en replay sur bismart.fr. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous reviendrons tout d'abord dans Patrimoine thématique sur l'exit tax. L'exit tax remplit-elle ses objectifs? C'est la question que nous poserons à Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec un enjeu patrimoine consacré une fois encore aux stratégies du PER. Peut-on rentabiliser son PER alors que celui-ci a dépassé les 150 milliards d'encours à fin décembre 2025? Nous en parlerons avec Anthony Kelsey, le fondateur de Kelsey Patrimoine, mais aussi avec Christophe Olivier, directeur général de MyPension XPER. Et puis enfin, dans la dernière partie d'émission, dans l'œil de l'expert, nous demanderons s'il faut et comment changer d'assureur après un cash-out. Nous en parlerons avec Benjamin Robert, associé de Clever Courtage. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. L'exit tax remplit-elle ses objectifs? Voilà le sujet qui va nous animer à présent avec Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Yards. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'exit tax existe encore aujourd'hui? Puis peut-être redéfinir un petit peu ce que c'est que cette exit tax qui fait peur à un certain nombre de personnes qui voudraient s'expatrier aujourd'hui. Je vous le confirme. Bon, il s'agit pour l'État en fait de taxer la valeur qui a été accumulée entre le moment de l'arrivée de cette personne, le cas échéant, et le moment où elle part. On considère qu'elle a profité de l'écosystème politique, économique, et donc on veut retenir une partie de la valeur et une partie de la valeur fiscale. La deuxième idée qui s'est construite avec le temps, c'est qu'il y avait un certain nombre d'entrepreneurs qui prenaient leur sac à dos, partaient à l'étranger, vendaient leur entreprise sans fiscalité. D'accord. Et là, donc ces deux raisons font que la France se dit, oh là, on ne veut pas de ça, et donc on va traiter le départ comme une vente, une cession fictive. Qui est concerné par le dispositif aujourd'hui? Uniquement les entrepreneurs? Alors, c'est un périmètre étroit qui est pas sur les entrepreneurs uniquement, donc ciblé sur des détenteurs de capital. D'accord. Soit on détient, donc il faut avoir habité en France, résidé en France et être fiscalement en France pendant 6 ans au cours des 10 dernières années, premièrement, donc ça peut concerner des étrangers, pas uniquement des Français. Il faut avoir plus de 800 000 euros de titres, donc ça peut être des titres de votre portefeuille, pas uniquement des titres de votre entreprise, ou bien il faut détenir plus de 50% du capital de son entreprise. Donc on cible a priori les contribuables les plus fortunés. Quand on parle d'exit tax, est-ce que c'est un impôt qui est mis immédiatement éligible le jour où on décide de s'expatrier hors de France? Non, il ne l'est pas. En fait, on fixe une plus-value, on la fige par différence entre le prix d'acquisition et la valeur au moment de votre départ, ce qui n'est pas toujours facile à faire sur du titre qui n'est pas coté, c'est plus compliqué. Et l'impôt est déclaré l'année du départ, et c'est une exigibilité qui va dépendre du pays d'arrivée. Donc il y a un sursis automatique dans les pays de l'Union européenne, vous partez comme vous voulez, vous n'êtes pas empêché. En revanche, si vous allez dans d'autres pays, comme par exemple la Suisse, eh bien, vous devez désigner un représentant fiscal, vous devez faire un certain nombre de formalités qui vont créer une forme de poids. Vous déclarez 90 jours avant votre départ, c'est donc plus compliqué. Est-ce que ce sursis que vous mentionniez, notamment pour les pays de l'Union européenne, dure éternellement? Alors non, c'est une durée on va l'appeler de purge, qui est fixée par la loi. Il y a plusieurs systèmes qui existent aujourd'hui, puisqu'on avait un système de 15 ans. Aujourd'hui, c'est 2 ans lorsque le patrimoine concerné est inférieur à 2 570 000 euros. 5 ans au-delà, donc vous devez conserver vos titres, sinon l'impôt va devenir exigible en France. Et à l'issue de ce délai, l'imposition est dégrévée complètement, sauf cession ou événement intervenu à l'intérieur de ce délai. Donc la logique, c'est si le gain n'est pas réalisé rapidement après la sortie, eh bien l'intention opportuniste disparaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jérôme, pourquoi vous considérez que c'est un dispositif contre-productif aujourd'hui en France? Alors, je ne suis pas le seul à le considérer. Ça, c'est des sujets qui avaient été mis en place il y a très longtemps par M. Strauss-Kahn, qui s'était fait retoquer par le Conseil constitutionnel, puis ensuite ça a été repris par les différents présidents, notamment M. Sarkozy. Et donc, l'idée, c'était de freiner ces départs et de conserver de la valeur taxable en France. Ce qui est valable pour quelqu'un qui dispose déjà d'un certain patrimoine qu'il a accumulé avec le temps, avec une valeur de ce patrimoine qui s'est accrue. Effectivement, j'allais dire, pour les plus anciens, ça marche.
Pour les plus jeunes, ça marche moins bien. En fait, celui qui voudrait partir et qui a déjà accumulé son patrimoine, il va réfléchir avant ce départ. C'est des formalités, c'est compliqué, ça l'ennuie. Surtout quand on a des mécanismes de report, vous savez, on a porté des titres, c'est compliqué. Quand vous êtes jeune et que vous avez acquis de la valeur et vous dites mais maintenant il faut que je parte, j'ai pas encore franchi les normes, je vais partir. Donc ça prévoit des départs anticipés, ça c'est clair. Il y a des arbitrages de calendrier, il y a des sessions qui sont différées pour purger les délais. On peut également se dire que quand on a un loss, quand on a des coûts, du moins des moins-values, ben on va les faire jouer par des mécanismes qui vont vous rabaisser ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier effet, c'est l'anticipation du départ pour éviter de tomber dans les fourches codines et pour pouvoir dire je pars quand je veux. Et donc ça veut dire qu'on fait partir des gens plus tôt qui pourraient créer de la valeur pour le pays, c'est ce que je comprends. Oui, moi je me souviens d'une bande de... Et ça, on le constate réellement dans les chiffres. Oui, je me souviens d'une bande, ils avaient entre 24 et 25 et 30 ans, ils avaient tous fait des études brillantes, ils ont vendu à une société étrangère qui voulait les conserver, ils m'ont demandé ce que c'était l'exit tax, je leur ai expliqué, ils m'ont dit on part. Ils habitent chez leurs parents, donc pour eux c'est très facile. Ils prennent leur valise, leur t-shirt, ils s'en vont. C'est ce qui s'est passé. Et donc ils sont allés, en l'espèce, aux Pays-Bas pour développer les activités et faire de la valeur aux Pays-Bas. D'accord. C'est donc contre-productif. Le deuxième effet, c'est les structurations artificielles. Comment je peux mettre en place des systèmes avec des holdings, avec des donations préalables, avec des interpositions de sociétés en vue, si jamais je partais, ce qui n'arrivera peut-être pas, et je me mets dans un mécanisme qui va être défensif, pour mécaniquement éviter ces stratégies, pour développer une stratégie pour éviter cette taxe. Le troisième sujet, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vient s'installer en France et qu'il sait qu'il doit séjourner en France une durée limitée, il va utiliser cette durée limitée, mais pas au-delà. C'est-à-dire qu'il ne restera pas plus longtemps à cause de l'exit tax. Exactement. Donc on a dit 6 ans au cours des 10 dernières années. Donc si on veut éviter ce délai de 6 ans, on sait qu'on a 5 ans, on travaille pendant 5 ans, on vient, et au bout de 5 ans, on part. Donc le régime d'entrée, le régime de détention et le régime de sortie vont être calculés par ces personnes pour ne pas tomber sous le flux de la taxe. Ça veut dire que ce dispositif qui avait pour objectif de retenir les gens sur le sol français, finalement, ne remplit pas sa fonction à l'heure actuelle, si je comprends bien. Il le remplit pour des fortunes faites, si je puis dire, pas pour des fortunes en devenir. D'accord. Donc pas pour des gens plus jeunes et pas pour des gens qui viendraient s'installer en France. Est-ce que cette exit tax peut se voir durcie dans le contexte actuel ? Alors, il faut qu'on fasse attention tout de même parce que c'est une espèce de fictivité fiscale puisqu'on vous dit que l'imposition est exigible alors que vous n'avez pas cédé. Le principe, c'est que normalement, vous payez l'impôt quand vous avez la ressource. Tant que vous n'avez pas cédé, vous n'avez pas cédé. Or, si également on vous dit que l'exit tax, elle n'est pas le jour de votre départ, elle est un jour avant votre départ. Or, c'est le système des vecteurs. Si vous dites que le départ est là et qu'un jour avant le départ, on en est là, finalement, c'est lié au départ. Donc, c'est contraire probablement à la liberté d'établissement, c'est contraire à la liberté d'aller et venir. Donc, il faut que le législateur soit prudent parce que avec trop d'impôts et trop de formalisme et à trop serrer le système, on va se retrouver à bouger le sujet et donc on ira plus probablement à la CJE. Donc le dernier point, c'est que effectivement, on en a parlé, on en reparlera probablement aux prochaines élections. Rallonger le délai, non pas à 2 et 5 ans, mais à 15 ans. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. On peut toucher également des principes donc, de proportionnalité. On a plusieurs sujets qui peuvent être, notamment la durée, qui peuvent être rajoutés pour durcir le système. Si on prend un tout petit peu de recul très rapidement, Jérôme Barré, qu'est-ce que ça nous dit de la philosophie fiscale française de cette exit tax ? D'abord, elle n'est pas adaptée au fait qu'on a quand même un certain nombre de clients qui développent des activités en France, qui voudraient aussi les développer à l'étranger, et ça les freine. Et il n'est pas interdit d'aller développer une filiale à l'étranger ou de remonter une filiale qu'on vient d'acheter, de la mettre dans les bons cadres. Donc ça gêne. Et ça, il est clair que les personnes qui pourraient se dire « je pars un certain temps », mais avec tout cet embrigadement, si je puis dire, de formalités à réaliser, ça les gêne et ils ont probablement envie de rester de façon plus durable. Donc la philosophie du sujet qui en ressort, c'est que à vouloir trop taxer et à vouloir taxer peut-être d'une façon que je dirais non pas punitive, mais à dire vous avez une intention de partir, vous partez à l'étranger parce que vous avez une intention de taxer. C'est pas vrai. La réelle intention de taxer, de partir à l'étranger aujourd'hui, elle est double. Un, le climat social, qui affraie tout le monde, pas uniquement les chefs d'entreprise. Et deux, le fait qu'en France, on ait des taux de succession, droits de succession ou de donation à 45%, en ligne directe. Donc, le choix, il est là. Et donc, on verra comment ce rapport poids-puissance se fait entre ces contraintes sur les plus-values et les contraintes de départ. Mais la philosophie fait qu'on n'est pas dans un système qui est tout à fait fini. Merci Jérôme Barré de nous avoir accompagnés dans la première partie de cette émission. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Yards. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au plan épargne retraite, avec ce constat qu'il attire de plus en plus d'investisseurs toujours désireux de préparer leur retraite, mais avec des questionnements aussi sur quelles sont les stratégies à mettre en place et est-ce qu'il est toujours rentable. C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Anthony Kelsey. Bonjour Anthony. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir également Christophe Olivier. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Directeur général de MyPension XPER. Un petit chiffre pour commencer, alors qui commence à être un petit peu daté, bien sûr, mais peut-être avec vous, Christophe Olivier. Le PER, c'est 150 milliards d'euros d'encours à fin décembre 2025. C'est une progression de 20% sur l'année. Est-ce que, en tant qu'expert du PER, vous êtes étonné de cette appétence toujours grandissante d'un certain nombre d'investisseurs particuliers vis-à-vis de ce véhicule d'investissement? Alors étonné, non. Parce que quand on voit l'état de notre système de retraite par répartition, ce n'est pas 200 milliards qu'il faudrait avoir pour assurer les retraites demain, mais nettement plus. D'accord. 200 milliards. Il y a un lien de cause à effet direct, selon vous, par rapport au système par répartition? Totalement direct. Les gens font leurs calculs. Ils savent assez facilement maintenant, par des simulations, combien ils vont toucher par le système par répartition, retraite de base et retraite complémentaire. Ils voient très bien que pour les plus aisés, ils vont avoir une chute de revenus brutale qui va dépasser 50% pour des salariés très hauts dans l'échelle et peut-être aller à 60-70% pour des travailleurs non salariés. Donc le besoin d'épargner pour la retraite est énorme. Et par ailleurs, 200 milliards, ça semble être beaucoup, mais ce qu'il faut voir, c'est que les cotisations sur l'épargne retraite supplémentaire, ça représente 4% de ce qu'il y a sur les retraites complémentaires obligatoires. D'accord. Et que ce qui est servi, les rentes servies, c'est 2% de ce qui est servi par le système de retraite de base. Donc on est encore sur un système qui est un système très loin du régime qu'on devrait avoir pour équilibrer nos retraites. Donc montée en puissance du PER, mais pas pour autant de concurrence à ce stade entre système par répartition et système par capitalisation à l'initiative des investisseurs aujourd'hui? Non, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment supplémentaire. Ça vient en addition pour les gens qui veulent améliorer leur retraite. Anthony Kelsey, vous allez nous donner votre avis dans un instant sur le PER, les stratégies et notamment la rentabilité qu'on peut trouver au PER. Mais juste avant, cette volonté d'investir toujours plus pour sa retraite, de préparer sa retraite, de ne pas miser quelque part sur ce que le système par répartition pourrait donner à un certain nombre d'épargnants français. Vous le constatez vous aussi vis-à-vis de vos clients qui sont par définition des clients qui font appel à un gestionnaire de patrimoine, donc qui ont du patrimoine à l'heure actuelle? Non, c'est clair, le constat, la peur de ne pas avoir assez pour sa retraite, on l'a tous compris. Et en plus, je dirais qu'il y a un autre facteur, c'est que l'immobilier locatif prend du plomb dans l'aile. Donc, et qui était un bon moyen d'investir pour sa retraite aussi. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, depuis quelques années, il y a quand même une baisse assez importante sur le neuf, très importante sur le neuf et aussi sur l'ancien de l'investissement locatif. Donc on recherche un palliatif, entre guillemets, de l'épargne retraite et c'est clair que le PER est bien trouvé pour ça. Et après, sur les stratégies... Alors déjà, vous me disiez avant l'émission que c'est pas toujours rentable un PER. Oui, c'est ça. En fait, soyons un petit peu techniques. Il y a deux façons. Et on demandera à Christophe Olivier ce qu'il en pense après. Il y a deux façons de gagner de l'argent sur le PER. C'est le gain fiscal. Donc, vous déduisez de votre impôt les versements que vous faites. Donc, vous gagnez la tranche marginale d'imposition l'année où vous versez, donc potentiellement 30%, 41%, 45%. Et à la sortie, vous allez, au moment où vous allez récupérer le capital, c'est un peu le but, repasser ce capital dans votre tranche marginale d'imposition. Donc, vous gagnez 30, 41, 45 au moment du versement et vous reperdez 30, 41, 45 à la retraite. Si effectivement vous avez progressé de revenus tout au long de votre carrière et que vous voyez vos revenus baisser à la retraite. Exactement. Donc évidemment, il faut que pour gagner, il faut que votre tranche marginale d'imposition soit supérieure au moment du versement qu'à la retraite. Donc déjà, si vous êtes un petit peu jeune, 40 ans comme vous, c'est un peu moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est ça. Vous ne savez pas exactement quelle va être votre tranche marginale d'imposition à la retraite. Bien sûr. Oui. Donc, ça vous empêche de le faire, on est d'accord.
En tout cas, c'est un argument contre. Donc, il y a le gain fiscal ou pas, qui peut être facilement évalué quand on a 50 ans. Est-ce qu'on va dire, OK, dans 15 ans, je sais à peu près quelle va être ma tranche marge d'imposition en fonction de ma carrière. Et après, il y a le gain financier. Et c'est là le vrai gain que peut avoir le PER. Parce que pourquoi ? Vous placez 30, 41, 45 en plus par rapport à une assurance vie. Bien sûr. Et donc, sur la phase d'épargne, et voire même de récupération de capital, qui peut être longue, parce que vous pouvez fractionner vos retraits, eh ben, vous allez faire de la rentabilité. Donc, comment on fait de la rentabilité ? Sur le PER, il y a un gain fiscal qu'on peut évaluer, mais surtout le gain financier. Et ça veut dire quoi, des placements risqués ? Oui. D'accord. Il faut absolument faire des placements risqués et un horizon long. Okay, la formule qui fonctionne, c'est un horizon long, le plus long possible, et des gains financiers les plus élevés, donc du risque. Donc, en ce moment, le Bitcoin est bas, vous devez faire... Je rappelle que c'est un convaincu du Bitcoin qui nous précise ça. Il n'y a pas que le Bitcoin quand même dans un PER. Non, mais évidemment que non. Il y a d'autres choses à faire, évidemment. Si vous faites des ETF d'indices larges, n'importe quel moment, il faut le faire. Et l'horizon long, vous gagnerez aussi. Mais il ne faut absolument pas avoir un horizon court. Et il ne faut absolument pas prendre trop peu de risques. Sinon, vous allez bloquer votre capital pour rien. Christophe Olivier, en réaction à ce que nous dit Anthony Calci, alors moi je retiens quand même de ce que vous nous dites, c'est que trop tôt on a du mal à se positionner sur le gain fiscal, et donc vous nous avez mentionné 50 ans, ça veut dire qu'on est à 15 ans de la retraite si on se base sur une retraite à 65 ans. Vous partagez cet avis qu'il est difficile de rentabiliser un PER, ne serait-ce que sur le sujet fiscal aujourd'hui ? Alors, pas tout à fait. Il faut juste l'analyser correctement, et l'analyse d'Anthony est exacte. C'est qu'il faut le regarder comme un effet de levier gratuit donné par l'État. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros à placer, si vous le placez en assurance vie, vous avez placé 10 000 euros. Si vous êtes aujourd'hui imposé à 30%, si vous avez 10 000 euros de disponibles, en fait, vous allez pouvoir mettre 14 000 sur un PER parce qu'on va vous rendre 4 000 d'impôts. Et donc, c'est 14 000 qui vont capitaliser au lieu des 10 000. C'est ce qu'expliquait Anthony, et c'est ce qui fait qu'on compense facilement le fait que le taux à l'arrivée est le même, et on gagne quand même de l'argent, mais la condition, c'est de faire... Effectivement, utiliser cet argent qu'on aurait payé tout de suite Exactement. aux impôts, même si on paye dans la même tranche d'imposition à la fin, on aura fait fructifier cet argent. C'est ça ? Exactement, on aura fait fructifier plus d'argent, c'est ça l'effet de levier, on met plus d'argent sur les marchés, et comme les marchés ont une tendance à gagner à long terme, et c'est là que je suis d'accord aussi avec Anthony, c'est que c'est un produit spécifiquement de long terme, puisque l'argent est bloqué jusqu'à la retraite, et que ça rencontre parfaitement la dynamique des marchés actions. Si vous prenez un indice comme le S&P, si vous investissez 1 an sur le S&P, vous regardez tout l'historique, si vous tombez sur la plus mauvaise année, vous pouvez perdre presque 40%. Il ne faudrait pas que ce soit l'année où on sort. Mais il ne faudrait pas que ça soit... Il ne faudrait pas être resté une seule année. Oui. Si vous êtes resté 15 ans, 20 ans sur le S&P, il n'y a pas de période de 20 ans où le S&P a perdu. D'accord. Donc, à partir du moment où vous avez du temps devant vous, votre tunnel de risque est nettement moins élevé. Donc, il faut faire du dynamique dans le PER. Et c'est tant mieux, puisque le dynamique, avec l'effet de levier, il va vous faire gagner énormément d'argent. Anthony, potentiellement. Vous réagissiez, vous disiez quoi ? C'est bientôt ? C'est ça, le S&P à moins 40 ? Oui, je ne sais pas, non. Parce qu'effectivement, avec l'horizon de long terme, on peut investir sur le S&P à n'importe quel moment. Il n'y a pas de sujet. Et je parlais de ce long terme, mais est extrêmement important sur le PER, parce qu'il y a la phase d'épargne, donc on va dire 50 ans, parce qu'on a une petite visibilité sur sa tranche marginale d'imposition à l'entrée et à la sortie. Au moins, vous ne perdez pas sur le fiscal. Mais vous avez ces gains, c'est l'effet de levier qui est vraiment le plus puissant du PER. Vous investissez plus maintenant pour cette phase d'épargne, donc de 50 ans, on va dire, à 65 ans. Mais en fait, puisqu'on peut faire des retraits partiels sur le PER, cette phase de capitalisation, elle ne dure pas 15 ans. Elle va durer toute votre vie. Oui, parce que ce qui reste sur le PER continue à travailler. Exactement. D'accord. Donc oui. En fait, imaginons, faisons simple, 100 000. Vous arrivez à 100 000 euros à votre épargne. Bon, c'est pas assez, on est d'accord, mais à votre retraite, vous retirez 4 000 euros pour vous faire un complément de revenu.
En plus, ça optimise votre tranche d'imposition, on est d'accord. Mais vous continuez à capitaliser. Donc, votre phase de capitalisation, elle est très importante. Elle est de 30 ans, 40 ans. Donc, voilà pourquoi il faut absolument prendre des risques et se positionner sur le long terme avec le PER. C'est comme ça que ça marche. Je disais en introduction les stratégies, mais si je comprends bien, il y a une stratégie, c'est ouvrir suffisamment tôt et prendre du risque sur le long terme pour aller chercher de la rentabilité. Je vous vois tous les deux acquiescer. Non, peut-être moi, oui. Oui, d'accord. Clairement. Ça, c'est très clair du côté de Christophe. Oui, du côté d'Anthony. mais je veux dire, c'est quand même dommage si vous avez une tranche marginale d'imposition à 30 à l'entrée et après à 41 à la sortie. Oui, bien sûr. Bon, moi je dirais... en plus, à certains âges, on a peut-être des projets autres que d'avoir envie de bloquer son capital au moment où il y a l'étude des enfants, etc. Justement, donc, voilà. Un point d'alerte qui m'a été donné d'ailleurs sur ce plateau récemment, c'était de dire attention aux arguments, notamment de déblocage anticipé sur la résidence principale, puisque l'argent qu'on mettrait très tôt, mais qu'on ressortirait en pleine carrière avec une fiscalité plus élevée, finalement serait plus fiscalisé et notamment avec cet argument d'acheter une résidence principale. Donc finalement, les sorties anticipées ne sont pas un bon argument pour le PER, si je comprends bien. Il faudrait qu'ils exonèrent. Hein. Elles sont à manier avec précaution, parce qu'effectivement, ce que vous dites est juste. Au moment de récupérer le capital, vous allez avoir un coup de massue, puisque vous allez réintégrer votre avantage fiscal. À la différence près qu'il semble que l'administration fiscale accepte que ce soit un revenu exceptionnel et qu'il puisse être imposé sur le système du quotient, c'est-à-dire étaler l'imposition en réalité sur le taux d'imposition sur plusieurs années. D'accord, mais l'impôt est payé. Ça reste quand même un impôt important à payer. Et de fait, il est assez rare que les gens qui ont un projet de résidence principale aillent puiser dans leur PER. Ils vont aller puiser dans le reste de leur épargne qui n'a pas ce souci fiscal. Merci à tous les deux. Merci Christophe Olivier, directeur général de MyPension XPER. Merci Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Faut-il changer d'assureur après un cash-out? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Robert. Bonjour Benjamin. Bonjour Nicolas. Alors Benjamin, vous êtes associé chez Clever. Est-ce que vous pouvez nous présenter Clever rapidement? Oui, tout à fait. Donc Clever, c'est un cabinet de conseil en assurance. On est spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc on agit au quotidien comme une direction assurance externalisée pour le compte de nos clients. Et donc on travaille quotidiennement avec l'ensemble de l'écosystème de nos clients, donc family office, avocats, notaires, experts comptables. Et on a pour vocation de rendre l'assurance le plus lisse possible au quotidien. Et vous constatez un sujet régulier quand même. Quand on voit des entrepreneurs ou des actionnaires d'entreprises qui réalisent un cash-out, le niveau de vie augmente parfois radicalement. Les besoins, les investissements, les achats augmentent aussi. Mais on sous-estime peut-être aussi la nécessité de se poser la question des assurances derrière qui vont venir alimenter et accompagner ce nouveau niveau de vie. Tout à fait, oui, effectivement, quand il y a des opérations de cash-out, et c'est bien mérité, les entrepreneurs ont tendance à changer un petit peu leur quotidien. Et donc, je trouve qu'un exemple qui est assez frappant, qui est la résidence principale, c'est là où on passe le plus de temps. Donc, en général, le cash-out ne veut pas dire que l'entrepreneur est moins occupé. Souvent, ça peut être bien le contraire. Et donc, on a pu observer, accompagner des clients où le premier réflexe va être soit de réinjecter pas mal d'argent dans la résidence principale avec une rénovation importante, une extension, mais sur un bien qu'on détient depuis une dizaine d'années. Et en général, on oublie cette partie assurantielle. Alors, il y a plusieurs effets. Le premier, c'est que souvent, le contrat date d'il y a 10-15 ans. Oui. On y reviendra après. Mais tout en amont de ça, il y a la phase travaux. Bien souvent, on oublie que d'un point de vue assurantiel, cette phase de restructuration du bien, qu'elle soit plus ou moins importante, va engendrer des conséquences assez importantes puisque le contrat multirisque habitation traditionnel ne couvre pas tous les sinistres qui pourraient survenir et dont l'origine serait liée aux travaux. Et donc là, c'est pas un sujet d'avoir une maison 4 fois plus grande ou autre, c'est juste un sujet de travaux pour commencer. Alors souvent c'est un sujet de travaux pour commencer, mais c'est là où l'action d'un conseil peut prendre sens, puisque comme on le disait, souvent les entrepreneurs sont débordés et ces notions ne sont pas forcément toujours connues et perçues par les autres conseils. Donc on oublie souvent l'assurance, mais on milite pour qu'il soit vraiment impliqué au même titre que les autres conseils sur une extension. Voilà, je vais faire appel à un architecte, je vais structurer ça avec
avec potentiellement un notaire, je vais avoir des impacts fiscaux et patrimoniaux. Et donc l'assurance, il faut l'inclure, puisque typiquement, je vous prends cet exemple-là, si je ne mets pas d'assurance tout risque chantier et que pendant cette phase de travaux, malheureusement, je suis bien sinistre, le client se retrouve en auto-assurance, qui peut être assez désagréable. Bien sûr. Donc ça, c'est pour la phase moins sympathique, mais néanmoins très importante. Et pour revenir au sujet initial qui est du changement, je vais me retrouver avec un contrat d'assurance historique, si tout s'est bien passé pendant des travaux, et on le souhaite, qui va être sur des anciennes valeurs, que ce soit sur la valeur de l'ameublement, des aménagements. Et on voit régulièrement des aménagements assez importants, de plusieurs milliers d'euros au mètre carré. Qui ne sont pas assurés du coup. Et donc là, vous vous retrouvez avec l'application d'une règle en assurance qui s'appelle la règle proportionnelle. Et donc, si assez simplement vous êtes assuré pour 100, mais que la réalité c'est 300, le jour du sinistre, on se retrouve avec une grosse difficulté sur l'indemnisation. Donc ouais, c'est désagréable et ça expose. Il n'y a pas que la résidence principale, il y a des nouveaux biens qu'on aurait envie de s'acheter. Et là aussi, il faut bien penser au sujet assurance. Si je prends un exemple de voiture, on n'assure pas de la même manière une voiture du quotidien et une voiture de collection qu'on voudrait s'acheter en ayant réalisé un cash-out, par exemple. Tout à fait, c'est un vrai sujet en général sur ce qu'on appelle, nous, les actifs passionnels. L'achat est assez simple. Pour autant, oui, quand on achète une voiture qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros ou des bateaux un peu plus conséquents, des bijoux, des montres, il faut structurer et anticiper l'assurance puisque on n'assure pas du jour pour le lendemain, pour reprendre l'automobile qui est quand même un sujet souvent très récurrent, une voiture qui vaut un certain prix. Donc ça, c'est d'un point de vue purement assurantiel et donc on se retrouve des fois avec des frustrations puisque appel du conseil ou du client 2 heures avant la livraison, mais là, l'assureur généraliste classique sait plus faire. Donc c'est là où on essaye de les sortir de l'ornière et en général, on crée du lien. Et après, notamment avec un sujet en lien avec l'actualité sur les taxes sur les holdings patrimoniales, il y a une vraie réflexion sur la structuration des sociétés qui vont porter les biens, que ce soit les œuvres d'art, les bateaux, les automobiles. Et souvent, encore une fois, d'un point de vue assurantiel, on est pas totalement consulté et on se retrouve parfois avec, je reprends l'exemple de l'automobile, un assureur qui va dire moi tu sais le type d'activité dans l'automobile j'en veux pas, et donc là on explique au client que tout le montage et toute la structuration juridique et fiscale qui a été faite est parfaite, mais qu'il n'y a aucun assureur qui prendra le risque en état. D'accord. Ah oui. Et donc là, on agit avec les conseils pour restructurer. Ça nécessite quand même d'anticiper et peut-être de travailler de concert, courtier en assurance, notaire, avocat fiscaliste, tous ces nouveaux conseils qui vont entourer la personne qui se retrouve avec une somme d'argent à gérer et investir. Il faut qu'il y ait un échange, que tout ça travaille de concert. Exactement. Et donc c'est là où on travaille chez Clever avec pas mal de family office, donc qui aujourd'hui porte le nerf et la centralisation des conseils. Donc ça, c'est un point important. Puis pour revenir sur ce sujet-là, c'est au moment de l'achat, mais la construction d'un patrimoine se fait dans le temps. Et donc tous ces conseils-là agissent pour. Mais si on n'a pas une stratégie assurantielle en face qui est cohérente, on peut mettre en déséquilibre ces stratégies, puisque à défaut d'assurance, on se retrouve avec un effet qui est l'auto-assurance, mais qui est souvent désagréable d'un point de vue immédiat ou plus durable pour la passation. Donc, voilà. Merci beaucoup Benjamin Robert de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine, associé de Clever. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.